Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on repart sur un sujet que vous avez choisi sur Instagram. Et je vais être honnête avec vous, ça s'est joué à rien, vraiment à rien. Le duel était ultra serré entre deux sujets que vous me demandez tout le temps. Wemby et ses chances de finir MVP. Eddie Poy ou Nadir Hiffi et ses chances d'aller en NBA. Quelques voix d'écart littéralement. Et du coup, vu à quel point c'était chaud, il y a de grandes chances que je vous repropose très vite le sujet sur Hiffi dans les semaines qui viennent. Donc si ça vous chauffe, restez bien connectés parce que ce n'est clairement que partie remise. Mais ouais, aujourd'hui, vous avez tranché et on part sur Wemby. Après, avant qu'on commence, sachez-le, si vous voulez vous aussi peser sur le sujet de la prochaine vidéo et potentiellement soutenir Nadir, rejoignez-moi sur Instagram. Je balance les sondages sur le canal le week-end, vous votez, vous décidez, et moi ensuite, je construis la vidéo en fonction de ce que vous avez choisi. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous là-bas, ça vous permettra clairement d'avoir un réel impact sur le choix de mon contenu. Puis tant qu'à faire dans les formalités, pareil, abonnez-vous ici aussi, histoire de faire les choses jusqu'au bout. Mais ouais, aujourd'hui on attaque un sujet qui, il y a quelques mois, aurait semblé complètement prématuré, et pourtant qui semble désormais bien réel. Parce que là, avec Victor Wembanyama, on n'est plus du tout sur le même délire. On ne parle plus juste d'un jeune ultra prometteur, on ne parle même plus juste d'un futur visage de la ligue. On parle d'un mec de 22 ans qui peut finir meilleur défenseur de NBA tout en étant dans la vraie discussion pour le MVP. Ça, on ne voit pas ça tous les jours. Donc la question, elle est toute bête. Est-ce qu'il peut aller chercher ses 2 awards dès cette année? Quelles sont ses chances? Est-ce que son dossier tient vraiment la route jusqu'au bout? C'est ça qu'on va regarder ensemble. Allez, installez-vous bien parce que là, on part sur un très gros morceau. Prenez une petite boisson, nous on lance ça tout de suite. Bon, à mon avis, là, pour commencer, il y a un truc qu'on doit poser clairement avant d'aller plus loin. Cette saison, Wembanyama est passé dans une autre dimension. On n'est plus en train de se dire c'est fou ce qu'il pourrait devenir, non, là il faut parler du présent. Presque 24 points, plus de 11 rebonds, autour de 3 contre, leader NBA dans le domaine et déjà tout en haut sur plein de grosses catégories. C'est ça le plus fort, il n'est pas juste dominant dans un seul domaine, il donne déjà une production de superstar avec un impact défensif qui fait peur à toute la ligue. Franchement, à 22 ans, c'est complètement lunaire un tel impact. Et ce qui est fort, c'est que sa saison ne ressemble même pas à une espèce de surchauffe temporaire. Il est efficace, il ne force pas comme un malade, il ne joue pas au héros pour remplir la feuille, il produit des chiffres énormes, oui, mais ça reste propre, ça reste utile, ça reste au service de son équipe, et quand tu rajoutes les gros cartons récents, les matchs où il prend feu, les game winners, les moments où San Antonio a vraiment besoin d'un patron, là on comprend qu'on n'est pas juste sur de belles stats, on est sur une saison qui pèse vraiment. Et ça, en plus, ça a évolué de façon positive tout au long de la saison. Dans le jeu, ça se sent tout de suite, il est moins brouillon, plus tranchant, plus juste dans ses lectures, il force moins de trucs, mais il fait plus mal. On ne regarde plus Wemby en se disant « Waouh, quel talent !» On regarde ses adversaires en leur souhaitant bon courage. Et forcément, avec ça, les Spurs ont pris une autre ampleur. Là, ce n'est plus juste de l'admiration. Là, on entre dans une vraie discussion concernant les trophées de fin d'année. Et la question, elle est là. Est-ce qu'il peut viser le MVP et le Eddie Poy en même temps dès cette saison ? Ça, dans toute l'histoire de la NBA, il n'y a que 3 joueurs qui l'ont fait. Michael Jordan, Hakeem Olajuwon et Giannis Antetokounmpo. 3 joueurs capables de dominer des deux côtés du terrain. Si Wembanyama entre dans cette discussion, ça veut dire qu'on ne parle plus juste d'une grosse saison, on parle d'un truc historique. Pourtant, on n'en parle pas assez, je trouve, comme si on s'était beaucoup trop vite habitué à ce que Victor pouvait faire sur un terrain de basket. Un joueur de plus de 2m20 qui protège le cercle comme un pivot élite, qui prend 11 rebonds, qui met 24 points, qui peut créer, shooter et finir les matchs. Normalement, ça devrait nous choquer tous les soirs. Et pourtant, ça devient presque banal. Quand l'exception devient normale, c'est là que t'as changé de dimension. Wembanyama aujourd'hui, ce n'est plus juste le futur de la NBA, c'est déjà aujourd'hui un joueur qui vise les sommets dès maintenant. Pour comprendre ça, il ne suffit pas juste de regarder Victor, il faut comprendre tout ce qu'il a fait pour San Antonio. L'an dernier, l'équipe était encore en chantier, il y avait du talent, il y avait des séquences sympas, mais ça restait trop irrégulier pour peser vraiment. Cette saison, c'est plus du tout la même musique. Les Spurs ont dépassé les 50 victoires, ils se sont qualifiés pour les playoffs et se sont installés parmi les top teams de l'Ouest. Donc le dossier Wemby, ce n'est pas juste des gros chiffres dans le vide, il est au centre d'une équipe qui a changé de statut bien plus vite que prévu. À mes yeux, c'est bien justement à cause de ça que son statut devient de plus en plus crédible. Par contre, attention, je suis pas en train de vendre
prendre ça comme un one-man show où il ferait tout seul. Ces Spurs-là jouent mieux ensemble, bougent mieux, ont plus de repères qu'avant, ça c'est réel. Mais malgré tout, le point central ça reste lui. En attaque il attire tout, en défense il rassure tout le monde. T'as presque l'impression que l'équipe joue avec plus d'audace juste parce qu'elle sait qu'il est là, à côté. Donc oui, San Antonio est plus fort collectivement, mais ce collectif-là tourne quand même autour de Victor. Après oui, c'est vrai, les Spurs ont déjà montré qu'ils pouvaient survivre sans lui pendant quelques semaines. Et quelque part c'est plutôt bon signe, ça prouve que le niveau de l'équipe est bien réel. Mais ces Spurs n'ont pas la même gueule sans Wemby, le plafond baisse, la raquette fait moins peur, l'attaque perd son point de fixation et l'intimidation disparaît une bonne partie du temps. Sans lui, le collectif reste bon. Avec lui, San Antonio devient une équipe du haut de tableau. Et pour les votants, c'est exactement ça qu'on cherche quand on parle de valeur. Un joueur qui ne remplit pas juste la feuille, mais qui change carrément la trajectoire d'une franchise. Maintenant, pour les trophées, il y a un paramètre un peu ingrat, mais qui change absolument tout, la règle des 65 matchs. Si tu ne les atteins pas, t'es hors jeu pour le MVP, le DPOY, les All-NBA, tout ça. C'est pas en mode j'étais en survêt sur le banc, donc ça peut passer. Non, il faut vraiment jouer. Donc à partir de là, la fin de saison de Wemby ne dépend plus seulement de son niveau. Elle dépend aussi juste d'un truc tout bête. Est-ce qu'il sera assez souvent sur le parquet pour rester éligible? Aujourd'hui, Victor flirte avec cette limite. Il n'est pas hors course, loin de là, mais sa marge, il faut en être conscient, reste faible. Heureusement, il ne reste plus beaucoup de matchs, et honnêtement, c'est plutôt bien parti, je pense que ça va aller avec cette limite. N'empêche que s'il y a de nouvelles absences, elles pourraient peser lourd, et c'est là que le calendrier devient piégeux pour San Antonio, parce que si OKC garde son avance devant, les Spurs risquent de finir tranquillement à la deuxième place, donc les derniers matchs pourraient ne plus changer grand-chose au classement, et dans ces cas-là, tu te retrouves avec un vrai dilemme. Est-ce que tu protèges ton joueur pour arriver frais en play-off, ou est-ce que tu le fais jouer pour sécuriser des trophées historiques? Si tu le reposes trop, en gros, tu prends le risque de directement le retirer de la course au trophée, et ça pourrait le piquer. Peu importe son niveau, peu importe sa saison, la règle est sèche. Moins de 65 matchs, ça veut dire pas de trophée. A l'inverse, si Mitch Johnson s'acharne juste pour aller chercher les 65, il peut aussi faire une énorme connerie. Une blessure idiote et dramatique juste avant les playoffs. Donc à mes yeux, le bon choix, il est entre les deux. Tu le fais jouer, bien sûr, mais tu gères, tu surveilles les minutes, tu évites de le cramer pour rien. Tu ne balances pas ton joyau sur le parquet juste pour cocher une case dans un règlement. L'idée, c'est de rester en vie sur les deux tableaux. Parce qu'aujourd'hui, il faut en être conscient, la course au trophée de Wembanyama ne dépend pas uniquement de ce qu'il produit. Elle dépend aussi de la manière dont les Spurs vont gérer son corps, son rythme et leur avance au classement. C'est rare de voir une candidature aussi forte reposer autant sur une décision stratégique. Mais là, c'est exactement le cas. Son niveau a déjà fait le plus dur. Maintenant, il faut juste rester suffisamment sur le parquet pour que ce niveau puisse vraiment compter dans les votes. Maintenant, contrairement à ce que je pensais il y a quelques mois, et je l'avais évoqué dans une vidéo qui m'avait valu pas mal votre colère, ça va le faire, je pense. Du coup, on peut arrêter de faire semblant. Pour le DPOY, pour moi, le débat est quasi bouclé. Ce qui rend Wembanyama aussi fort défensivement, ce n'est pas seulement sa taille. Bien sûr, faire plus de 2m20 avec cette envergure, ça aide, mais s'il était juste grand, il ne serait pas déjà à ce niveau-là. Ce qui le rend terrifiant, c'est le mélange entre le timing, la lecture du jeu et la mobilité. Il ne saute pas n'importe quand, il ne se jette pas pour faire joli, il attend le bon moment. Résultat, ses contres ne sont pas seulement spectaculaires, ils sont souvent propres, utiles, récupérables, et surtout, il arrive à effacer des actions que normalement un attaquant croit déjà terminées. Vous voyez ces lay-ups qui paraissent ouverts une demi-seconde, avec lui, mauvaise idée de les tenter quand même. Et le plus impressionnant, c'est même pas les ballons qu'il contre ou qu'il dévie, c'est comment il casse le moral de ses adversaires. Il y a des drives qui meurent avant même d'arriver dans la peinture, des flotteurs balancés trop tôt, des mecs qui renoncent et qui ressortent la balle juste parce qu'ils ont vu son ombre se déplacer dans l'axe. Et ça, c'est énorme, parce que le meilleur défenseur, ce n'est pas juste celui qui fait des highlights, c'est aussi celui qui dissuade, qui te fait changer d'avis en plein milieu de l'action. Et le truc, c'est qu'en plus, cette domination-là n'est pas figée seulement dans la raquette. Beaucoup de monstres défensifs dominent près du cercle et rien d'autre. Victor, lui, couvre beaucoup plus de terrain. Il peut sortir haut, gêner un extérieur, revenir vers le panier, puis encore être là sur la seconde action. Pour sa taille, une telle mobilité, c'est juste absurde, et ça change toute la défense de San Antonio, parce que ses coéquipiers savent qu'ils ont derrière eux une sécurité hors norme. Ils peuvent être plus agressifs, plus ambitieux, parier un peu plus sur les lignes de passe. En fait, Victor n'est pas juste un bon défenseur dans un bon système. Le système défensif, c'est lui qui lui donne toute sa forme. Sans lui, la défense devient beaucoup plus classique. Avec lui, elle fait terriblement peur à absolument tout le monde. Alors oui, bien sûr, pour confirmer ça, d'abord, il y a les chiffres, et ils sont énormes. Il est le leader de la ligue au contre, il tourne autour de 3 par match, et même dernièrement, il a encore accéléré. Mais le marqueur le plus important pour moi, c'est l'influence de sa défense sur toute l'équipe. Les Spurs défendent bien mieux quand il est sur le terrain que quand il ne l'est pas, et le defensive rating le prouve. Donc il coche la case de l'impact individuel évidemment, mais aussi celle de la transformation collective. À partir du moment où vous avez les stats, l'effet visuel, la régularité et cette impression que personne ne change autant le comportement adverse que lui, honnêtement, s'il joue ses 65 matchs, je vois mal comment ce trophée pourrait lui échapper. Bah ouais, franchement, et quand on regarde les autres prétendants, en plus, désolé, mais personne ne peut vraiment rivaliser.
Le premier nom qui revient parmi eux, et c'est normal, c'est Rudy Gobert. Déjà parce qu'on parle d'un quadruple DPOY, donc d'une référence absolue pour ce trophée. Ensuite, parce qu'à 33 ans, il reste un immense protecteur de cercle, un gros rebondeur, un joueur qui structure toujours la défense de Minnesota. Donc non, ce n'est pas un concurrent fantôme. Gobert, c'est un vrai nom. Le problème pour lui cette année, c'est qu'il tombe sur un profil encore plus fort en face de lui. Parce que Victor ne fait pas juste un peu pareil, il fait plus, il contre plus, il intercepte plus, il couvre plus de terrain, et il influence des zones au périmètre que Gobert n'impacte pas autant. Et c'est là, selon moi, que le débat bascule vraiment dans le sens de Wemby. Si on parle de Chet Holmgren aussi, il faut être juste. Chet fait une très grosse saison défensive dans une équipe d'OKC qui défend fort collectivement, mais son cas est différent. D'abord, ses chiffres défensifs restent bien derrière ceux du français. Ensuite, chez le Thunder, la défense est tellement unie qu'il est plus difficile de dire que tout repose sur lui. Chez les Spurs, au contraire, le lien entre la défense de l'équipe et Victor saute aux yeux. Quant à Isaiah Stewart, si on veut aller plus loin, il mérite d'être cité parce qu'il fait une super saison de protecteur de cercle à Détroit. Mais désolé, on n'est pas dans la même catégorie que celle de Victor. Allez, on va arrêter de bégayer, hein. S'il dépasse les 65 matchs, Victor Wembanyama a, et de loin, le meilleur dossier pour finir défenseur de l'année. Il a les chiffres, il a l'impact visuel, il a l'effet sur toute la défense des Spurs, il a aussi pour lui le fait que ça saute aux yeux quand tu regardes ses matchs. Pas parce qu'il est jeune et que c'est joli à raconter, juste parce qu'à 22 ans, il donne déjà l'impression de redessiner la géométrie de son sport. Des grands qui verrouillent la peinture, la NBA en a déjà connu, mais des grands qui font ça tout en couvrant autant de terrain, là, on est sur autre chose. Et quand un joueur dégage une telle évidence, en général, les votes suivent. Du coup, pour le DPOY, c'est réglé, ou presque. Alors on va changer de terrain et parler du MVP. Et là, c'est pas du tout la même tambouille. Là, on parle d'un trophée plus flou, plus politique, plus narratif aussi. Il faut les stats, bien sûr, il faut les victoires, il faut marquer les esprits, il faut raconter quelque chose. Et c'est pour ça que le débat est beaucoup plus serré, parce que sur ce terrain-là, Wemby a un très gros dossier, mais il n'est pas tout seul. Déjà, pour être MVP, le critère numéro 1, c'est produire. Produire, c'est mettre beaucoup de points, être efficace, créer un minimum pour les autres, peser tous les soirs. Victor là-dessus, j'ai aucun problème, il est totalement dans la discussion. Ensuite, critère numéro 2, il faut que ton équipe change de dimension avec toi. Et ça aussi, Victor l'a pour lui. Il faut gagner beaucoup de matchs également, parce que très souvent, le MVP termine dans une équipe qui est classée tout en haut de la ligue. Là-dessus encore pas de problème, la deuxième place à l'ouest de San Antonio lui donne une vraie base. Mais on ne va pas se mentir, ce trophée-là se joue aussi au ressenti, à l'élan que te donne ta saison, à la trace que tu laisses. Ça, Victor, pas de problème, il l'a également pour lui. Le problème, on l'a dit, c'est qu'en face, il a du très très lourd. À ses côtés, il a plusieurs candidats extrêmement solides, mais le truc, c'est qu'ils ne présentent pas tout à fait les mêmes armes, ou les mêmes arguments. Donc le débat, ce n'est plus de savoir si Wemby mérite d'être dans la course. Ça oui, clairement. La vraie question, c'est de savoir s'il a le dossier le plus fort de tous pour finir MVP. Et avec cette épée de Damoclès des 65 matchs au-dessus de la tête, forcément, encore, ça rend le truc tendu. Du coup, ses principaux rivaux pour ce trophée, qui sont-ils? Ben déjà, même si dans la course il a un petit peu de retard, il y a un nom qu'on ne peut absolument pas zapper. Nikola Jokic, aujourd'hui encore, c'est probablement l'attaquant le plus incontrôlable de la planète. On parle d'un pivot qui tourne à près de 28 points, plus de 12 rebonds et plus de 10 passes. Donc oui, on est sur un triple-double de moyenne. Et le plus fou, c'est que chez lui, ça n'a rien de forcé. Tout passe par lui à Denver. Le rythme, les lectures, la création, les paniers faciles pour les autres. En gros, c'est le cerveau, le métronome et la première option offensive. Sur le pur niveau individuel, il est encore dans une saison de MVP. Très clairement, impossible pour moi d'avancer que je pense l'inverse. Mais là où Jokic perd un petit peu de terrain, c'est pas sur son niveau individuel, c'est sur le reste. Les Nuggets font une bonne saison, il reste une équipe très dangereuse pour les playoffs, mais pour le trophée de MVP qui concerne la saison régulière, ils n'ont pas ce bilan écrasant qui tue le débat d'entrée. Les Nuggets sont bien classés, oui, mais pas assis sur la ligue comme peut l'être parfois un vrai favori évident. Et puis, il y a aussi les matchs joués, parce que Jokic non plus n'a pas une marche folle avec la règle des 65, forcément ça compte. Puis pour aller plus loin, il y a peut-être aussi ce petit truc tout bête. Quand t'as déjà gagné plusieurs MVP récemment, il faut souvent une saison encore plus marquante pour reprendre le trophée, et ça c'est peut-être pas le cas pour le Serbe. Du coup, Jokic reste immense, pas de doute, mais dans cette course, cette année, pour moi, il est peut-être légèrement en retrait. Ses stats sont hallucinantes, son impact offensif est unique et personne de sérieux ne peut le sortir du débat, mais sur cette saison précisément, il lui manque peut-être ce petit plus qui fait basculer un vote, un meilleur classement, une marche plus confortable sur les matchs ou une histoire plus forte que celle de ses concurrents. Donc non, Jokic n'est pas hors course, mais à mes yeux, il n'est pas non plus en tête, et dans un duel aussi serré, parfois, ce sont justement ces petits détails qui font toute la différence. Pour aller droit au but, on va faire simple, pour moi, le Joker ne remportera pas le trophée en 2026. Je peux dire un mot sur Doncic aussi, mais pour moi, sa défense et le bilan
client des Lakers le pénalise trop pour être un candidat sérieux. Cade Cunningham, pareil, il fait une saison fantastique, mais son absence et ses problèmes au poumon, je pense, le retirent directement des débats. Ouais, le vrai duel, on va pas y aller par 4 chemins, c'est Victor Wembanyama contre Shai Gilgeous-Alexander. Peut-être que officiellement, la course ne se limite pas à juste eux deux, mais si on veut comprendre ce qui se joue vraiment, à mon avis, c'est dans ce duel qu'il faut regarder. D'un côté, Shai, le MVP en titre, le patron ultra propre de la meilleure équipe de la ligue. De l'autre, Wemby, avec son profil complètement à part, capable d'impacter le jeu dans absolument tous les secteurs. Ce qui rend ce face-à-face passionnant, c'est que ces deux joueurs ne dominent absolument pas du tout de la même manière. Shai, c'est la candidature MVP la plus classique. Victor, c'est autre chose. Parce que si vous regardez juste l'attaque, ok, SGA a probablement l'avantage le plus net. Il tourne à plus de 31 points avec près de 7 passes, une efficacité énorme et surtout une régularité presque mécanique. Le gars ne connaît pas de soir sans, jamais. Il aligne les matchs à 20 ou 30 points comme si c'était une formalité. Il contrôle le tempo, il met la pression sur la défense adverse en permanence et il finit les matchs comme un patron. En parallèle, il est la tête d'affiche de la meilleure équipe de la ligue. Donc si vous cherchez le dossier le MVP le plus académique, le plus simple à défendre devant un jury traditionnel, selon les critères habituels, très franchement, Shai est devant. Maintenant, Victor a une arme que très peu d'autres joueurs, voire aucun autre joueur ne peut afficher. Offensivement, oui, Shai a une avance, il score plus, il contrôle plus l'attaque, il est plus régulier soir après soir, ça il faut le reconnaître. Mais Victor te ramène autre chose dans la discussion, un truc beaucoup plus rare parce qu'il ne t'aide pas seulement à gagner, il change tout le jeu. Il est un point de fixation incroyable en attaque, il met des shoots de loin, il protège le cercle, il couvre des espaces ahurissants, il fait hésiter des attaques entières, et c'est là que le débat devient vraiment intéressant. Shai a sans doute le dossier offensif le plus fort, Wemby, lui, a peut-être le dossier le plus total. SGA a beau être très bon en défense, ce qu'il fait de ce côté-là du terrain n'a absolument rien à voir avec ce que fait Victor. Par contre, Shai a pour lui la continuité, et ça c'est pas un point à zapper trop vite. Il a déjà gagné, il confirme, et son équipe continue de rouler sur tout le monde, donc forcément son dossier est hyper solide. Mais chez certains votants, il peut aussi y avoir une envie de voir autre chose. Pas juste par lassitude, mais parce que la saison de Wemby ressemble davantage à un raz-de-marée. Puis quand on voit que 4 fois sur 5 aussi cette saison, les Spurs ont dominé le Thunder, ça aussi ça peut compter. Ça c'est un vrai argument pour Victor, il a dominé Shai dans les duels directs, mais c'est pas tout, il incarne aussi quelque chose de neuf, de spectaculaire, presque d'historique. Après, attention, ces éléments ne se suffisent pas à eux seuls, et Shai garde quand même un avantage très concret. Sa marche sur les 65 matchs est aujourd'hui bien plus confortable que celle de Wemby. Donc oui, si vous cherchez le MVP le plus classique dans la forme, ok, Shai a de l'avance. Pourquoi ? Parce qu'en général, ce trophée récompense surtout l'attaque, et ça on ne peut pas le nier. Le mec qui score le plus, qui contrôle le plus de choses offensivement, part très souvent avec une vraie longueur d'avance. Dans ce registre-là, Shai Gilgeous-Alexander coche bien plus de cases que n'importe qui d'autre cette saison en NBA. Le truc, c'est que Victor n'arrive pas non plus avec seulement le profil du défenseur élite un peu limité balle en main. Il est déjà bien plus que ça. Plus de 24 points, de l'efficacité, de la variété, une vraie progression dans la création. Offensivement, c'est déjà du très lourd ce qu'il montre. Donc son dossier ne repose pas juste sur sa défense, sinon il ne serait pas là. Offensivement, même s'il ne met pas 30 points par match, c'est aussi un monstre. Et c'est là que Victor Wembanyama devient vraiment un cas à part. Parce qu'on ne parle pas juste d'un bon défenseur, on parle du meilleur de toute la ligue. La plupart des candidats au MVP sont dans la course surtout pour ce qu'ils font en attaque. C'est le cas aussi pour Victor, mais lui peut te faire gagner d'un côté du terrain et te sauver l'action suivante de l'autre. Dans un débat serré comme celui-là, même si pour ce trophée la défense n'est jamais le critère numéro 1, des détails comme celui-ci peuvent aussi être pris en compte. Quand un joueur est monstrueux dans tous les domaines du jeu, tu le fais automatiquement rentrer dans un cercle très fermé. Tu penses à Jordan, tu penses à Hakim, tu penses à Giannis, des mecs qui ne dominaient pas seulement dans un compartiment du jeu, mais qui pouvaient mettre la main sur tout le match. Alors oui, je le redis car c'est important, on sait bien que dans les votes MVP, la défense ne pèse pas toujours autant que l'attaque. Souvent même, elle pèse moins. Mais si tu regardes vraiment le basket dans son ensemble, là, Wemby a un argument que personne d'autre ne peut afficher autant que lui cette saison. C'est pour ça que le Deepoy, honnêtement, si Victor atteint les 65 matchs, j'ai du mal à comprendre où est le débat. Il a les chiffres, il a l'impact visuel, il a l'effet sur toute la défense de San Antonio, et il a ce truc très fort où même quelqu'un qui ne regarde pas toutes les stats comprend tout de suite ce qu'il provoque. Donc pour moi, sur ce trophée-là, la vraie question n'est même plus de savoir s'il le mérite. La vraie question, c'est juste, est-ce qu'il sera encore éligible au moment de voter ? Parce que si oui, franchement, personne ne peut passer devant lui. Pour le MVP, en revanche, je n'ai pas le choix que d'être un peu plus mesuré. Le favori le plus réaliste aujourd'hui, ça reste Shai Gilgeous-Alexander. Le meilleur bilan de la ligue, plus de 31 points par match, une régularité de malade, une efficacité énorme et le profil du MVP le plus classique possible. Donc si je devais mettre des probabilités, je dirais 70 pour Shai, 30 pour Wemby. Ça ne veut pas dire que Victor est hors course, ça veut dire que le débat existe, même si le joueur des Spurs a encore un peu de retard. Et franchement, vu la saison d'OKC et le niveau de Shai, ce n'est pas illogique.
Par contre, tant que la fin de saison ne sera pas actée, hors de question de sortir complètement Victor de la discussion. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il t'amène? Une énorme saison offensive dans une équipe qui gagne, avec en plus une défense de Deepoy. Obligatoirement, ça change le débat. Alors non, je ne vais pas vous dire que les votants vont lui filer le MVP juste parce qu'ils ont envie de voir une nouvelle tête, ce n'est pas aussi simple. Mais si tu récompenses le joueur qui a l'emprise la plus complète sur le jeu, qui a le plus transformé son équipe, Wemby a un dossier immense. Et moi, honnêtement, si j'avais un vote, je pense que je lui donnerais. Peut-être qu'il y a un petit biais français, je vais pas faire semblant, mais même en essayant de prendre du recul, j'ai du mal à passer à côté d'une saison aussi totale. Et même s'il ne le chope pas cette année, le MVP ce ne sera pas une déception, le fond reste le même. On parle quand même d'un joueur de 22 ans qui devrait finir Deepoy, qui est vraiment dans la conversation pour le MVP et qui a fait remonter les Spurs plus vite que quasiment tout le monde ne pouvait l'imaginer. Donc oui, cette fois, ça peut encore lui échapper, mais s'il continue comme ça, la question va vite arrêter d'être est-ce qu'il le gagnera un jour? La vraie question, ce sera surtout quand et combien il va en remporter. Alors ok, contrairement au Deepoy, le MVP ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Mais à ce rythme, croyez-moi, Wemby va très vite, très fort remplir ses étagères de trophées. Mais maintenant, je veux vraiment votre avis là-dessus. Le MVP, vous le donneriez à Shai ou à Wemby? Et surtout, est-ce que pour vous, la défense de Victor suffit à compenser l'avance offensive de Shai? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de savoir quelles sont vos tendances. Ensuite, si la vidéo vous a plu, pensez vraiment à la booster, ça l'aide énormément à grimper dans les algorithmes. Ensuite, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous ici aussi, parce qu'avec les playoffs qui arrivent et la March Madness qui se termine, on a encore énormément de très gros sujets à faire ensemble. Alors en attendant de travailler tout ça, moi je vous retrouve tout de suite dans la section commentaires. Je compte sur vous pour la faire exploser l'équipe.